Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Il est 19h précisément en Algérie. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus de 3 ans et demi maintenant après la chute de l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, qui a vu sa démission causée notamment par le Hirak, cette révolution des dizaines de millions d'Algériens qui encore aujourd'hui d'une autre manière continuent les mêmes revendications d'Aoula Madania, Machi Askaria. On va en parler ce soir de ce système politico-militaire notamment. On reviendra sur certaines incarcérations comme le général Ar qui donc vient d'être incarcéré alors qu'en 2019 il était patron de la gendarmerie nationale. Avec nos invités, nous allons aussi évoquer un peu la nature de ce système aujourd'hui, la situation au pays. Le titre de l'émission donc crise politique en Algérie, quelle perspective pour les mois à venir, notamment avec cette échéance qui devrait avoir lieu, c'est présidentiel, dont on parle peu, d'ailleurs c'est unique pour un pays, puisque ça devrait arriver, mais c'est l'opacité totale. Sur le plateau, vous le connaissez, fidèle à l'émission, Idir Honoran, bonsoir, analyste politique et militant politique pendant des années. Oui, je vous remercie pour votre invitation, Monsieur Kassi. Je salue mon ami, Monsieur Khandaq, et en espérant faire une belle émission. J'en doute pas une seconde, en tout cas avec deux personnages militants aussi politiques de longue date au RCD, secrétaire national à la coordination et aux finances du RCD. Il est de passage à Paris. Mohamed Khandaq, bonsoir. Bonsoir Chaben, merci pour l'invitation et j'espère qu'on sera avec mon ami Idir à la hauteur des attentes de ce qui est voulu. Merci infiniment. En tout cas, lorsqu'il y a des débats et des échanges, c'est toujours positif. Je vais commencer avec vous, si Mohamed Khandaq, vous arrivez du pays. Vous étiez il y a quelques jours en Algérie. Vous allez repartir très rapidement. 3 ans et demi au pouvoir pour le président actuel. Il a été élu, mis en place, il est présent au pouvoir dans des conditions pas possibles. On pourrait comme ça énumérer un certain nombre d'éléments peut-être qui caractérisent ces 3 ans et demi maintenant en place, les champs de presse, les médias, les syndicats, la politique, vous pouvez en parler, les libertés, les haragas, un pouvoir d'achat très difficile. On n'investit plus quasiment en Algérie, voire pas du tout. La situation aujourd'hui pour les Algériens et les Algériens. Et dans un deuxième temps, on reviendra bien évidemment en profondeur sur la nature du régime et les perspectives. Oui, bien sûr, sur les gens avertis. C'est une situation qui ne donne pas d'espoir. C'est une situation où on risque de ne pas voir la lumière pour différentes raisons. D'abord, nous avons un chef de l'État qui a été élu dans les conditions que tout le monde connaît. Il se trouve qu'aujourd'hui, personne ne peut évaluer son action dans la mesure où il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de plateau pour permettre surtout à l'opposition démocratique de discuter. Est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui résultat par rapport à ce mandat? Et vous savez très bien que nous sommes à quelques mois d'une présidentielle, et vous l'avez très bien souligné dans votre introduction. En principe, à cette date-là, les débats politiques commencent, les plateaux commencent pour pouvoir lancer la campagne électorale. Et puis, et dans ce sens-là, évidemment, nous, en tant qu'opposition, parti d'opposition d'abord, nous sommes conscients de la situation qui n'est pas réluisante, qui est peut-être parfois grave. Elle est grave pour d'abord, vous savez très bien, quand il y a des luttes au sommet, c'est toujours difficile pour un pays d'émerger ou d'aller de l'avant. Situation grave, d'abord, il y a plusieurs sons de cloche qui disent qu'il y a des difficultés pour tel ou tel clan à pouvoir s'entendre sur la suite des événements et même au candidat de 2024. Mais honnêtement, aujourd'hui, M. Chaban, si vous me permettez, le pouvoir algérien est connu depuis 1962. Nous n'avons pas arrêté de faire des constats. Nous n'avons pas arrêté de le mettre devant le fait accompli et de le mettre au mur. Moi, mon souhait aujourd'hui au niveau de ce plateau, c'est comment nous, acteurs politiques, partis politiques, allons-nous nous comporter
devant cette situation, allons-nous pouvoir, ou nous pourrions-nous constituer ce front d'opposition qui pourra un peu, je le dis en toute franchise, alléger ses conséquences et alléger un peu le marasme que vit le pays? C'est ça la grande question. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, je pense que vous avez bien suivi, nous sommes sur une initiative entre le PT, le CP. On va en parler. Attends, juste, oui, permettez-moi. Je vous en prie. Justement, pour pouvoir, et nous le souhaitons, ramener tout ce bon monde qui aspire à un changement, à s'unir autour d'une certaine plateforme d'un SMIC républicain et démocratique pour pouvoir affronter ce pouvoir demain. Ce pouvoir, je le dis et je prends la responsabilité de ce que je dis, ni changera, ni il laissera les autres le contrecarrer. On va bien évidemment en parler ce soir. Le but aussi, c'est d'exploiter au sens positif du terme votre présence pour savoir qu'est-ce qui se profile. Est-ce que faut-il faire la chaise vide, ou est-ce que dans cette crise politique qui perdure en Algérie, comment effectivement les partis comme les vôtres, vous allez notamment vous positionner? On va revenir sur cette réunion qui a eu lieu le 12 avril dernier, si je ne me trompe pas, notamment avec l'UCP et le Parti des travailleurs. Idir Nouron, bien sûr, observateur, analyste politique. Encore une fois, ce qu'on entend du membre Mohamed Khandaq du RCD, vous ne pouvez qu'acquiescer un peu la situation, notamment du peuple algérien. Tout à fait, je partage voilà, globalement ce qu'a dit M. Khandaq. Il faut reparamétrer, me semble-t-il, certaines choses. Le monde est en train de changer. Il y a des bouleversements qui s'annoncent à l'échelle mondiale. Il y a un nouveau rapport de force qui est en train de se créer, qui impactera inévitablement sur notre pays, l'Afrique du Nord et la région sahélo-sahélienne. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à amortir ce choc-là, d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue culturel, et ceci sans compter sur le réchauffement climatique qui, d'ici une dizaine d'années, va mettre des dizaines de millions sur la route vers l'Afrique du Nord, des pays sahélo-sahéliens et même de plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Notre pays subit aujourd'hui les affres d'un pouvoir que je dirais totalitaire, parce que de l'autoritarisme, pour moi, avec la loi scélérate de la 87 bis, nous sommes passés d'un État autoritaire à un État dictatorial. Et cette 87 bis acte définitivement l'extinction de la vie publique, tel que l'a dit le docteur Khandaq. En plus, dans tout ce dispositif-là, c'est la jeunesse qui est le plus à plaindre, parce qu'on l'a mutilée, on l'a amputée de son désir d'avenir, parce qu'elle a besoin de vivre, d'être dans la culture, de vivre son temps, et de vivre dans un État où les libertés individuelles et collectives sont consacrées. C'est pour ça que je dis souvent que le primat du droit doit être d'une impérieuse nécessité pour nous. Parce que le tribunal, et là on rebondira sur l'affaire Alirdeli, je pense que vous allez l'évoquer, le primat du droit, c'est le tribunal qui devient l'arbitre de tous nos désaccords et de tous nos conflits, mais de manière apaisée. Mais nous n'avons pas d'état de droit. Donc à partir de ce moment-là, la crise politique algérienne, c'est une crise protéiforme. Il y a une crise de légitimité. Le pouvoir n'est pas légitime. La casserole d'aller voir les résultats de l'expression populaire et du suffrage. On a une crise des institutions, donc fatalement de manière mécanique. Une crise morale. La corruption, les passe-droits, le népotisme. On a une crise économique, on a une crise financière. Qu'on ne nous dise pas que la croissance, d'après le FMI, etc., elle est tirée exclusivement à 95, 96, réduction des hydrocarbures. Donc, toute cette crise-là, elle n'est pas réglée. Depuis 3 ans et demi, le chef de l'État est au pouvoir, et à chaque fois qu'il s'exprime, je suis au regret de le dire, j'ai donné une allocation de 10 000 dinars à des chômeurs, c'est le premier pays africain et arabe qui la donne. On n'attend pas ça d'un chef de l'État, on attend qu'il donne le cap. On attend qu'il démocratise. Et là, je rejoins complètement le docteur Khandaq quand il dit que ce pouvoir ne se démocratisera jamais, et qu'il n'a pas intérêt à se démocratiser parce que c'est sa pérennité et sa survie qui est en jeu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est que par rapport à toutes les forces à l'intérieur du pays, elles ne sont pas encore organisées. Il a parlé de l'opposition, la feuille de route, mais à ce moment-là, je lui poserai une question à mon ami Khandaq qui puisse me Moi, j'ai très bien suivi ce qui s'est passé, des réunions bilatérales d'abord entre le RCD et le PT, le RCD et l'UCP. D'abord, la première question que je te pose, moi, je ne comprends pas l'absence du PAX, du MDS, pardon. Hein. Et deuxièmement, l'élargissement. Est-ce que dans la feuille de route, vous allez vous ouvrir
aux ordres, l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, l'ordre des dentistes, des pharmaciens, cette société civile qui est là, qui ne fait pas de la politique, mais en présentant un projet crédible, afin qu'elle puisse, aux jeunes, aux chômeurs, aux intellectuels, aux écrivains, aux journalistes, tous ceux qui partagent ce que vous voulez d'évoquer, c'est-à-dire le SMIC républicain. Mais ne pas oublier que le cœur de cible, c'est la citoyenneté. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de vos contacts, on en a parlé tout à l'heure. Alors, juste pour les téléspectateurs, 30 secondes. Donc, mi-avril, donc le PT, le RCD et l'UICP se sont réunis à 3 après tout de même peut-être plusieurs rencontres à 2 si je ne me trompe pas. Et dans les grandes lignes, mais vous allez en parler et c'est bien qu'Idir vous lance là-dessus tout de suite, mais c'était prévu. Voilà. Excusez-moi. Non, je vous contraire, non, mais c'était prévu parce qu'on est aussi dans les solutions, c'est de savoir un peu quelles sont les prochaines perspectives. Clairement, voilà, les décisions, c'était un peu d'installer un comité de réflexion et d'échange pour la poursuite du débat et de rendre public un document résumant les travaux de la réunion. Donc voilà un peu la suite en rejoignant un peu les interrogations. Alors sur cette question, je pense que vous avez pu lire le communiqué qui a sanctionné ces travaux et ces rencontres et la dernière rencontre avec les 3 responsables de partis et les cadres de ces partis. C'est très simple. Moi je pense que l'initiative de cette fois-ci, elle sera différente des anciennes. Des précédentes. Pour la simple raison, on s'est dit, il faut que le politique regagne sa place. Si la constitution algérienne permet des partis politiques, même on sait dans quel cadre et dans quelle ambiance on fonctionne, l'environnement dans lequel on fonctionne, mais on s'est dit, il faut que les partis politiques qui ont un programme, qui ont une vision, ils ont une base, s'il y a de l'organique, puissent prendre un peu de l'avant et prendre cette initiative pour expliquer qu'aujourd'hui et demain, il n'y a que les partis politiques qui peuvent un peu changer les choses et forcer la main et créer ce front de résistance. Mais en même temps, nous ne fermerons pas les portes. Dans le communiqué, nous avons dit que cette initiative est ouverte à l'ensemble des personnes pouvant apporter à plus, à la condition que cette fois-ci, on mette de côté les égos, qu'on mette de côté les égoïsmes et qu'on ne pense qu'un SMIC républicain qui puisse nous regrouper. Pour la simple raison, et nous l'avons vécu pendant le Hirak. Moi, je suis convaincu aujourd'hui, nous n'avons pas pu, pour des raisons diverses, laissons l'histoire un jour l'écrire, et que si le Hirak avait pu être organisé par une pyramide, je pense qu'aujourd'hui, les résultats auraient été meilleurs par rapport à mon pays. Vous pensez, je donne la parole à Idir tout de suite, vous pensez que c'était un dossier important ce soir avec votre présence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec un tel pouvoir en Algérie, il faut le dire, tout est fermé, la sentence du Parlement européen, elle a à peine quelques jours avec une résolution cinglante qui a été votée à 536 voix, dont 558 députés en totalité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2023, avec ce bunker qu'a mis en place le pouvoir algérien, vous allez pouvoir participer à un débat, participer à des élections? Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous allez avoir accès notamment à ces élections, à cette campagne, et est-ce que vous soyez aussi pris au sérieux, donc les Algériens? Nous ne préjugeons de rien. Ce qui est important, c'est l'initiative. Demain, l'histoire retiendra que tel ou tel parti, ou tel ou tel parti IS, ou tel parti IES, telle ou telle personnalité politique, ont pris leurs responsabilités devant l'histoire, ils ont proposé quelque chose. Vous savez que pendant le Hirak, beaucoup ont dit on ne négocie pas avec ce pouvoir-là. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches. Vous savez très bien, la politique, c'est un rapport de force. C'est clair, net et précis. On est en train de réfléchir pour créer ce rapport de force. Non pas pour aller dans la violence, du tout. Non pas pour aller déstabiliser le pays, comme le pensent certains. Non pas pour aller vendre le pays, du tout. C'est qu'on puisse ramener ce pouvoir à la table de discussion pour un peu trouver les solutions ensemble. Ensemble, pour aller au mieux par rapport à l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut affronter ce pouvoir seul. C'est une évidence.
ne nous cachons pas la vérité. Mais par contre, en étant forts, en ayant ensemble un SMIC républicain, et je dis et je le répète, en mettant de côté nos égos et nos égoïsmes, je pense qu'on pourra le ramener un jour à la base de négociation. Et nous sommes, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on a évolué, c'est bien. Peut-être qu'on a évolué. Nous sommes aujourd'hui pour un dialogue inclusif. Le pouvoir autour de la table, avec d'autres partis. Quelques nuances avec mon ami Mohamed. Heureusement, sinon c'est plus un débat. Oui. Non, ce qu'il a lieu de dire, c'est que l'affaiblissement et la fragmentation de la contestation, elle est due à plein de facteurs. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les partis politiques qui exerçaient et qui avaient, comme l'a dit un peu, un organique, une militance, qui avaient des instances régionales et communales, auraient pu faire passer. Et ces partis-là n'ont pas pu être l'interface. La contestation du Hirak, c'est une contestation à millions. Ce qu'on appelle en politique, les masses critiques ont été atteintes. C'est à ce moment-là qu'on avait besoin de leaders qui auraient dû émerger du Hirak, en accord avec les partis politiques. Moi, je ne parlerai pas de pyramidal. Moi, j'avais parlé d'un congrès national algérien sur les 48 wilayas à l'époque, puisque pratiquement toutes les wilayas étaient dans la contestation pour le processus constituant et pour une assemblée constituante. On aurait pu à ce moment-là le faire. Pourquoi? Là, maintenant, il y a un droit d'inventaire qui doit être fait. Mais il doit être fait de manière lucide. De manière lucide et de manière réelle. On ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. Pourquoi il y a eu échec? Je ne dirais pas l'échec, je vais dire l'insuccès. En partant de là, moi, je ne pense pas, honnêtement, qu'une feuille de route, simplement, pourrait régler le problème. C'est pas en théorisant une approche, une approche théorique du SMIC républicain qui pourrait. Tout projet, pour moi, à mon sens, c'est vrai qu'il y a le contenu de la plateforme et les hommes chargés de le porter. Il faut faire d'abord aussi, moi je pense, tu as été au PAD, pourquoi le PAD a été dans l'insuccès? Le pouvoir a joué un rôle, vous ne le dites pas assez en tant qu'opposition. Elle a tout fait pour fracasser le PAD. Moi, je pense même que M. Al-Askeri a été victime collatérale de cette démarche-là. Honnêtement, mais il faut le dire parce que je me souviens de la réunion qui s'est déroulée au siège du RCD, parce que le régime en place ne vous donnait pas de salle pour vous réunir, ça aurait pu être le début de quelque chose. Mais ça n'a pas été le cas. Le pourquoi, mais il faut l'expliquer, comme vous le dites, de manière apaisée, afin que les gens et les citoyens puissent... Moi, je suis intimement convaincu sur le projet, comme vous dites, vous, le SMIC républicain. On doit construire le nouveau projet sur des valeurs, non pas sur l'idéologie, ça c'est un. On doit le construire autour d'une grosse valeur qui est la citoyenneté. Si nous sortons du cadre de la citoyenneté, alors là, il me semble que tous les démons reviendront à la surface. Je vous laisse réagir. Oui, Monsieur Idir. D'abord, au jour d'aujourd'hui, il faut dans des moments difficiles que nous vivons, avec la pression que nous avons, avec toutes les difficultés que nous avons pour accomplir notre mission de politique, aujourd'hui, 3 partis ont pris leurs responsabilités devant l'histoire pour essayer de construire. Il ne faut pas négativer tout de suite. Non, je ne négative pas. Non, il ne faut pas. Nous sommes... Je suis extrêmement positif. Tu me connais, donc de ce côté-là... Donc, nous sommes dans une démarche collégiale. Nous sommes dans une démarche de construction. Nous ouvrons les portes à celles et ceux qui peuvent apporter un plus, mais en intégrant dans leur tête ce SMIC républicain. C'est quoi le SMIC républicain? Écoutez, le SMIC républicain, c'est de défendre les institutions de l'État pour construire. Il faut travailler pour qu'on ait demain des institutions crédibles issues d'abord par le choix populaire. Parce que quand une institution est issue par le choix populaire, et j'y reviendrai, c'est qu'aujourd'hui, sa composante répondra à ce que veut le peuple et non pas au désirata du pouvoir. Une Assemblée nationale qui est issue de la fraude ne pourra jamais prendre en considération les difficultés et les problèmes de la nation. J'ai vu le Sénat, le président du Sénat, condamner la résolution du Parlement. Ce que nous savons, nous, cette résolution du Parlement date depuis février.
Il était déjà sur le bureau ou les tables. C'est pas la première, je crois que c'est pas la la troisième première. au niveau du Parlement européen. Et en même temps, nous avons appris une chose, qu'il faut être un peu très terre à terre avec les décisions de l'Occident, parce qu'il y a des raisons d'État que ces raisons ne peuvent pas expliquer. Et si aujourd'hui le Parlement européen a voté massivement pour cette résolution dénonçant ce qui se passe en Algérie par rapport à la liberté de la presse, la liberté individuelle, tout ce qu'on veut, et écoutez, moi quand j'entends le président du Sénat réagir de cette façon, moi j'aurais aimé que le président du Sénat réagisse par rapport au manque de liberté, Oui, au manque de liberté qui existe aujourd'hui dans le pays, où les partis politiques, il n'est pas issu d'un parti politique, donc il ne peut pas savoir comment ça se passe, aux différents partis politiques qui veulent s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'exprimer. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois. Que ça soit le déni, c'est à chaque fois le déni total pour le pouvoir algérien, ça vous surprend? Non, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. D'ailleurs, pour ça, je m'excuse, monsieur. Merci pour Magharabia qui nous permet de nous exprimer. J'aurais souhaité au jour d'aujourd'hui m'exprimer à l'intérieur de mon pays. On est là pour ça. Alors, je vous laisse vraiment réagir et puis après, on continue, on va parler de la nature du régime parce que comment pouvoir aussi réunir des partis, proposer peut-être des perspectives électorales avec la nature du régime. On va essayer de comprendre, notamment dans le cadre de cette crise politique, il y a aussi ce système politico-militaire et j'aimerais qu'on y revienne avec vous, notamment avec ces actualités. Et puis on va parler de cette justice avec notamment l'affaire Ali Rederi, puisque tous les Algériens, ce qu'ils souhaitent aussi, ce sont des procès, les mêmes procès pour tout le monde dans une justice équitable. Edir Nouron, vous vouliez réagir? Oui, par rapport à ce que disait Mohamed, Bon, je te répète que je ne suis pas négatif du tout. Bien au contraire, il faut organiser toutes les démarches qui visent et qui consistent à rassembler les gens autour d'un projet clair, audible et compris par les citoyens. C'est un immense chantier qui s'impose à vous tous. Et ça, j'en suis conscient. Mais moi, je dis une chose, c'est que on ne peut pas rester dans ce type de configuration. C'est-à-dire, tu as dit, il faut s'opposer sans toucher aux institutions de l'État, sans toucher à tout ça. Je suis entièrement d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, il me semble. Hein. Non, j'ai dit il faut travailler pour construire des institutions de l'État qui puissent répondre, qui puissent répondre aux besoins du pays et de la nation. Oui, à la limite, il me semble avoir entendu autre chose, mais c'est pas grave. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr qu'il faut une refonte des institutions. Bien sûr qu'il faut un ordre institutionnel nouveau. Ça paraît évident. Nous sommes un pays fragile. Nous sommes guettés par une instabilité. Nous avons une situation chrysogène à toutes nos frontières, de nature et d'intensité diverses. C'est là aussi où les politiques doivent penser déjà à la nouvelle doctrine politique, à la nouvelle doctrine militaire. En quoi est caractérisée ce que j'appelle moi cette fragilité? Parce que aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si ça cette répression, parce que la répression, certains, moi j'ai écouté un avocat qui est passé sur une radio indépendante qui n'aimait plus de manière légale, Radio M pour pas la nommer, qui disait le pouvoir n'a qu'un seul projet, c'est la répression. Non, le pouvoir n'a pas de projet. Il utilise la répression comme outil pour contenir tous ceux qui iraient à l'encontre de la doxa du pouvoir. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, nous avons aujourd'hui le pouvoir ou le régime, il est incapable de faire face à des menaces transnationales à l'intérieur. Islamistes, laïcs, kabyles, arabes et tout ce qui va avec. On est fragile. Nous avons une mauvaise gouvernance. Nous avons des dirigeants corrompus. Et nous avons surtout un non-respect des droits de l'homme et de la liberté de la presse et de l'indépendance de la justice. C'est dans ce contexte-là que l'on vit. Ça, c'est pour... Maintenant, la crise, elle se situe au niveau de la légitimité du pouvoir. Moi, je souhaiterais, comme vous dites, c'est construire avec ces partis politiques et d'autres qui éventuellement viendraient vous rejoindre. Avec qui vous avez discuté? Avec l'institution de la présidence ou le commandement militaire? Question.
Deuxième question, mais c'est important, comment vous voyez la transition? Si tant est que c'est une transition dont il s'agit, est-ce qu'il y aura une assemblée constituante? Le président s'il sera élu de l'assemblée constituante au suffrage universel? C'est toutes ces questions que vous devez aborder. Pas uniquement au sein des valeurs. Excusez-moi, monsieur Kassi, j'ai été long, pardon. Non, je vous en prie. C'est vrai que c'est une première partie là qu'on évoque qui demande aussi beaucoup de temps, même si on me demande d'avancer un peu dans les thématiques. Mais c'est vrai que y aura-t-il une suite après cette première réunion? Vous avez prévu de vous retrouver avec les mêmes partis? Y aura-t-il d'autres partis? Y aura-t-il d'autres partis invités ou d'autres ont déjà dit non? Alors, avant de répondre à cette question, vous avez tous suivi que le pouvoir algérien parle de menaces extérieures au pays. Oui. Ce qui n'est pas faux. C'est récurrent. Non, même ce qui n'est pas faux. Nous sommes menacés au sud, à l'ouest et tout ce qu'on va. Bon, on accepte. Et on parle en même temps de construire, ce même pouvoir parle en même temps de construire un fonds interne. Honnêtement, comment il compte le construire si ce n'est pas avec les forces vives du pays, si ce n'est pas avec les partis politiques, l'ensemble des partis politiques, là, et même les partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance énorme entre le pouvoir et le peuple et ces partis politiques. Inexistante même. Inexistante, d'accord? Mais je vais vous dire, si ce pouvoir, et j'en fais un appel, si ce pouvoir veut sauver l'Algérie par rapport à ces agressions externes, il ne doit que construire un front interne pour pouvoir répondre à ces menaces avec l'ensemble de ses enfants. Même les enfants ou même les partis IS ou les partis IES qui ne sont pas d'accord avec sa gouvernance interne. Sauf qu'à l'heure actuelle, on voit que c'est un pouvoir qui est totalement sourd à ce que vous proposez. C'est un pouvoir sourd. D'ailleurs, il l'a dit clairement, le président, il a dit, moi, l'abstention, ça m'est complètement égal. Parce qu'il ne veut pas se piéger. Parce que c'est vrai, si on va aller vers une construction d'un front interne qui puisse répondre aux agressions externes, ça veut dire, aux menaces, oui, aux menaces externes, ça veut dire que par là, la porte est ouverte pour un débat politique, pour des plateaux, pour tout ce qu'on veut, pour qu'on puisse donner notre avis, et c'est ce qu'il ne veut pas pour le moment. S'il vous plaît, je vais rebondir parce que c'est important. Très rapidement, notre pays a une histoire et on a une géographie qu'on ne peut pas modifier, bien évidemment. Notre pays, notre diplomatie et notre pays, en termes d'enjeux vitaux et stratégiques, devrait surtout assainir et être un facteur stabilisateur dans la région. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on l'invite et qu'on l'invite à participer à ce que je pourrais appeler la refonte du monde, et de prendre part et de reprendre part à la refonte du monde. Elle est là, elle existe, il y a des axes. On est un élément important régional. Oui, mais d'abord il faut stabiliser, et deuxièmement, c'est qu'on est en train de lui forcer la main pour qu'il participe à sa lutte des blocs, c'est-à-dire USA, Europe, OTAN, contre l'axe Pékin-Moscou, Ankara, et maintenant Téhéran. Oui, là. Toutes ces questions-là, elles doivent être abordées. Je veux dire, messieurs, il est quasiment 20h28. Je rappelle qu'à la fin de cette émission, vous allez retrouver Djameldine Benchenouf pour son édito. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo ensemble et on va évoquer le système aussi, la nature du régime. Comment, avec ce régime actuel, comme peuvent le définir plusieurs analystes, observateurs, d'ailleurs qu'ils soient algériens, franco-algériens ou même analystes extérieurs, on parle de ce système politico-militaire. Comment un État peut-il devenir demain démocratique? Un peuple peut-il devenir demain libre avec un système politico-militaire où souvent le militaire est partout et il dirige tout? Dans un autre contexte, conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et dans le strict respect de ces dispositions, le procureur général militaire près la cour d'appel militaire de Blida porte à la connaissance de l'opinion publique que des poursuites judiciaires ont été engagées pour les chefs d'enrichissement illicite plus trafic d'influence fait prévu et réprimé par les articles 2, 37, 51, 48 de la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, à l'encontre du dénommé Djibar Mhenna. Pour la nécessité des enquêtes, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur militaire de la République de Blida, a ordonné à titre conservatoire un mandat de dépôt à l'encontre du dénommé Djibar Mhenna.
Voilà, c'était cet extrait, notamment sur Jabal Mahna. Messieurs, une question. Votre réaction sur le système politico-militaire en Algérie. L'incarcération de l'ex-général Al-Ar que vous connaissez. Je ne le connais pas. Peut-être pas personnellement, mais juillet 2019, il est patron de la gendarmerie nationale. Son prédécesseur, le général, lui, Beksir, donc réfugié dans un autre pays où apparemment il a acheté la nationalité. Et son prédécesseur, lui, c'est Mennad Nouba, lui qui a été donc emprisonné. Tout ça peut-être pour vous dire, est-ce que cela reflète pas quelque part une lutte au sein de ce pouvoir, que tout est mis en place, tous les moyens sont mis en place pour gérer Moi, j'ai juste une confirmation de faire. Le pays. Le petit document de Canal Algérie, là, du JT Canal Algérie, me semble-t-il, que c'est un document d'archives. Hein. C'est pas une information d'aujourd'hui. Hein. Oui. C'est juste pour remettre les choses en place. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, je pense que, en toute objectivité, la justice militaire s'est un peu désavouée dans tout ce qu'elle a entrepris depuis l'incarcération des généraux emblématiques de 92, à savoir le général Toufer, le général Nazar, le général Tartag. À l'époque, il y avait même Madame Luzahnoun qui avait été Saïd Bouteflika. Comment se fait-il qu'un tribunal militaire qui est doté quand même de prérogatives et qui est censé rendre le droit, je suis pas un technicien du droit quand je dis ça, c'est que quelques mois ou une année et demie après, se rend compte qu'il a fait une erreur et qui blanchit. Donc, j'ai rien contre le fait que M. Nzar et Toufer, à la limite, soit élargi. On en avait parlé avec M. Djemal Benchtouf, je me souviens. Quand c'est des fausses preuves, quand on fabrique des dossiers, il faut être contre, qu'il soit le diable ou qu'il soit disons, un type bien. Donc c'est dans ce contexte-là, si on fait le parallèle entre les déjustices, c'est des justices qui sont aux ordres et qui font et défont. Ils construisent on désigne des coupables, on construit des preuves et on condamne, et ça renvoie à des justices iniques. Peut-être qu'une justice est liée aussi à ce système. Est-ce que d'abord c'est Emmanuel Macron, président français, alors pour en débattre, mais parlait d'un chef d'État aujourd'hui qui est coincé, qui est pris et qui est en proie d'un système politico-militaire, financier, mais en tout cas politico-militaire. On le voit, les militaires sont partout. Encore la semaine dernière avec les U17 en Coupe d'Afrique des Nations. Le citoyen algérien, l'homme politique que vous êtes aujourd'hui, c'est ça le virus, le fléau, un des virus qui tient l'Algérie en mal, c'est les militaires, c'est ce système qui est dirigé par tout militaire. Juste l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'était aussi peut-être pour démontrer que, à partir du moment où on est impliqué, on est pris dans un tourbillon de justice et on ne s'en sort pas. Qui peut nier aujourd'hui que les militaires n'ont pas leur force et leurs mots dans la gestion du pays? C'est se mentir. 1. 2, c'est cette manière de faire qui consiste à imposer aux civils une gouvernance d'un pays censé être civil, avec des institutions civiles. Pour revenir au nom que vous avez cité, Al-Ar et tout ce qu'on veut, moi honnêtement, je ne vais pas citer et je ne vais pas commenter. Par personne. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est pas de citer par personne. Non, je vous prends 20 secondes. C'est justement d'essayer d'éclairer les téléspectateurs pour leur dire un petit peu la mécanique. Le plus important, c'est pourquoi c'est telle ou telle personne, c'est pas telle ou telle autre personne. On sait très bien on prend l'exemple de l'Ardiri. J'assume ce que je vais dire. Tout le monde sait que l'Ardiri a été mis en prison par le feu Gaïd Saleh pour la simple raison qu'il présentait un danger s'il était candidat, sponsorisé par Brab et tout ce qu'on veut, si personne ne le cache aujourd'hui. Prochaine question. Et on le met en prison. Moi, honnêtement, sincèrement, je me suis dit quelque part, avec son procès d'hier, avec tout ce qu'il a passé comme 4 ans déjà de prison, on allait faire un petit geste comme ça pour le libérer. On l'inculpe de 6 années de prison. Ça, c'est vraiment lamentable.
Un signe qu'il est. Alors, peut-être vous pouvez le faire à ma place, mais juste dire aux téléspectateurs, voilà, que c'est il est à la retraite, hein, l'ex-général-major Ali Rderi, donc qui a été condamné cette nuit, d'ailleurs très tard. On parle d'un procès expéditif entre la nuit, donc la dernière, du 16 au 17 mai. Oui, je voulais juste une question. Comment vous, d'ailleurs, vous qualifiez ce procès? Est-ce qu'on a peur qu'il revienne aux élections? Est-ce qu'il est expéditif? Je vous laisse réagir. Hein. Vas-y. Parfois, ce régime se piège de lui-même et il ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que l'élection présidentielle de 2024 va mettre sur la table pas mal de choses qui puissent un peu, disons, fausser des calculs de certains clans. Mais par contre, moi, si vous me permettez, hein, aujourd'hui, on parle d'incarcération de militaires, 6 luttes de clans. Honnêtement, je parle du RCD, ne s'est jamais mêlé des sujets. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est une affaire de lutte de clans. Ça. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas oublier les gens qui ne sont pas dans des clans. Des civils qui sont emprisonnés aujourd'hui, les détenus d'opinion et politiques. Parce qu'on met une phrase Facebook, on est en prison. Parce qu'on dit ce qu'on pense et on met en prison. Plus grave, c'est ça. Autrement dit, je ne dirais pas les militaires, mais malheureusement, oui, on utilise un clan fort par rapport à une période donnée, et on agresse un autre clan, et c'est possible que demain, ce même clan redeviendra fort, il va encore agresser le clan qui est aujourd'hui fort. C'est ça un peu la dangerosité dans notre pays dans lequel il vit. Mais cette dangerosité, comme vous le dites, c'est peut-être ça qui bloque aussi sur le fait que c'est des pratiques qui seront condamnées. On prend le cas du général Rderi. Il a présenté sa candidature. On avait même fait un procès d'intention, et Gaït Salah s'en est même, je crois qu'il a même écrit ça dans un édito d'El Djesh où il lui a envoyé des signaux en disant il faut se calmer. C'est quelqu'un qui était à la retraite, qui voulait... il s'était exprimé sur El Watan aussi à l'époque. Rappelez-vous la phrase importante quand il a dit je connais le système, ou c'est eux ou c'est moi. C'est ça. Mon ami Idir. Oui. Je termine ou tu veux y aller comme tu veux. Mon ami Idir, tu sais, ce type de gouvernance militaro-civile, c'est que ça a des conséquences énormes sur le développement du pays, économique et social. Et j'y arrive. C'est ce que c'est la question que je pose avec ces exemples. Cet après-midi, j'ai une source de travail au marché de Rungis. Il y a des Algériens et Algériennes responsables au marché. Bien évidemment. Et qui ont le cœur en Algérie. Ils sont nombreux. Ils me suppliaient cet après-midi, moi je prenais un café, ils me suppliaient sur Khandaq comment aujourd'hui on peut ramener les produits algériens qui sont très demandés par rapport à pas mal d'importateurs étrangers, vu leur qualité et le coût sur le marché. Et là, je vais rentrer au pays. Je vais essayer d'exposer à qui, peut-être pas qui de droit, mais je vais essayer d'expliquer tout ça pour essayer d'avancer. Vous vous imaginez les pays voisins, que ce soit la Tunisie et le Maroc inondent Rungis. Alors que nous avons plus de moyens. Nous avons un taux d'ensoleillement plus important. Nous avons les moyens immatériels. C'est vrai que nous avons un problème de main-d'œuvre. Là, c'est un autre débat. Allons-nous continuer? Ça, c'est des décisions politiques qui doivent... Non, justement, allons-nous continuer? C'est pourquoi? Parce que le pouvoir, et on au sommet, n'ont pas le temps de réfléchir à tout ceci. Ils pensent par rapport toujours à la pérennité. Investir aujourd'hui? Il y a des personnes, vous parlez effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qui vivent en Europe et en France qui ont envie d'investir dans leur pays. Mais quand on entend, et encore il y a quelques heures, le président algérien qui à chaque fois parle d'ennemis, une Algérie visée, etc., on est toujours dans le danger, on est toujours dans ces anciennes, dans ces anciens dossiers qui reviennent. C'est vrai, le danger existe, ne nous cachons pas la vérité. Nous savons ce qui se passe de par le monde. Nous savons un peu ce qui peut arriver avec ces pays occidentaux, tout ce qu'on veut. Ils ont leur manière de faire, ils ont leur manière de bloquer, ils ont manière de créer même des guerres civiles en Afrique. On le sait, ça. Mais je dis, et je reviens,
donnez-nous l'occasion, monsieur le pouvoir, je dis monsieur le pouvoir, donnons-nous l'occasion pour s'unir, pour débattre, pour discuter, pour prendre des décisions afin de pouvoir contrecarrer tout ceci, mais tout en pensant à l'émancipation nationale. Alors là, je suis en complet désaccord. On n'a pas à demander politiquement à un pouvoir qui est classé autoritaire, avec lequel la démocratie pour lui ne peut pas fonctionner, donnez-nous l'occasion d'eux. La démocratie, elle s'arrache. Il y a un coût. Il y a un niveau d'engagement, il y a un niveau de détermination. Puis je pense qu'ils ne sont pas prêts de la donner à l'heure actuelle. Enfin, je termine. Quand il parlait de certains opérateurs pour l'importation, ça reste des démarches individuelles qui représenteraient éventuellement 200, 300, 400 millions de dollars par an. C'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Pour revenir à un débat plus politique, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est que notre pays... je disais tout à l'heure, c'est un rôle stabilisateur. Il ne l'a pas fait encore dans ce rôle de stabilisation de la région. Et même, si on rejoint Mohamed quand il dit le pouvoir ne s'occupe pas de... On n'a pas de modèle économique. Un modèle économique franc, clair, a besoin d'un seul élément, c'est la confiance. La confiance n'y est pas. Nous avons un problème qui, pour moi, est un problème d'une extrême gravité. C'est la bureaucratie et l'administration qui vont poser à terme, si ça continue comme ça, un problème de sécurité nationale. C'est toutes ces questions-là qui doivent être posées. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'institution viable. Pourquoi? Pour la simple raison, pour qu'il y ait un programme, un cap, une vision de programme, une vision de développement, c'est très simple. Ce qui se passe chez nous, on organise des élections législatives. Il y a une majorité qui est désignée. Et ce n'est pas le gouvernement issu de cette majorité, avec toute la fraude qu'il y a à Malich, qui puisse appliquer un programme politique. Un programme. Je te rejoins 5 sur 5. Alors, justement, c'est ça notre rôle. Il faudra 15 jours. On ne sait pas si on a un Premier ministre, un chef de gouvernement. Bien sûr. Parce qu'il n'y a même pas eu d'accord de parti, FLN, RND et Bengelina, pour dire je soutiens... qui devait être issu de l'Assemblée générale ou de la majorité parlementaire pour appliquer le programme du parti qui a eu la majorité, même si je dis encore et je répète, c'est toujours par la fraude, vous ne pouvez pas... Vous savez, aujourd'hui, c'est très simple. Rezik a été sacrifié. Il est aujourd'hui conseiller. Ça, c'est leur affaire. Et en même temps, Rezik, quand il était ministre, il disait il a échoué. Le nouveau ministre du Commerce, vu la crise de l'oignon, tout ce qui se passe pendant Ramadan, on en parle de notre ventre, malheureusement. Alors, pour eux, le commerce, c'est ça, c'est le ventre. Les deux du RND, d'ailleurs, Attaf et Ben Younes du RND. Et le même ministre dit les orientations du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de programme. Le premier, il a appliqué, il a échoué. Le deuxième, donc, comment allons-nous prendre un peu ce... Je ne parlerai même pas de programme, Mohamed, je parlerai de modèle économique. Le modèle économique, il dit, c'est le parti, en principe, qui a la majorité, qui met en place... Non, c'est un modèle économique. Quand je dis modèle économique, c'est les institutions, comment fonctionnent, comment réguler les forces du marché, comment réguler les forces du marché, l'offre et la demande, la bataille logistique, comment vous le voyez, ce pays, enfin, c'est pas le parti qui... Non, désolé. On a une grande partie des recettes, c'est l'hydrocarbure, quelques minerais. Justement, on parlait... Souvent, on pourrait en parler aussi de cette diplomatie qui souvent est qualifiée de naviguer à vue. L'économie en Algérie, comment vous, parti, vous le dites, parti politique, vous la qualifiez, cette économie en Algérie avec le système actuel? Est-ce qu'il y a réellement un projet économique? Non, est-ce que je dois développer la façon de voir nous en tant qu'économie ou l'économie de ce système? Moi, je préfère développer notre vision économique du RCD au jour d'aujourd'hui. C'est très simple. Moi, je suis convaincu que dans 10 ans, 15 ans, notre pétrole restera sous terre. Avec toutes les technologies qui se développent dans le cadre de l'énergie renouvelable, avec les voitures qui marchent à l'électricité, nous allons... Un peu précoce, mais ça pourra venir un jour. Oui. Dans une dizaine d'années. Ça viendrait un jour. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à tenir ce défi parce que nous sommes toujours dans le forage. On aurait souhaité, comme les pays du Golfe, ils ont foré, ils ont développé le pays. Nous avons foré, nous sommes Qu'est-ce qui bloque?
Eh bien, je rejoins mon ami dire, c'est la décision politique, c'est la volonté politique d'aller de l'avant. Elle n'existe pas aujourd'hui. C'est un manque de volonté, un manque de compétences, un manque de savoir. Les compétences ne sont pas opposées à responsabilité. Aujourd'hui, c'est une vision politique qui n'existe pas et on n'a pas un modèle économique qui puisse tirer le pays vers l'avant. Et je vous dis et je vous répète, le jour, ça c'est ma conviction personnelle, le jour où il y aura une Assemblée nationale issue du choix populaire, où les gouvernements seront désignés par la majorité parlementaire, parce que ce jour-là, ce même gouvernement sera comptable devant ses députés et le peuple, et non pas comptable devant le chef de l'État et les autres qui les désignent. Tout à fait, parce que là, on parlerait de régime, soit un régime semi-présidentiel ou parlementaire, ça dépendra. Mais le danger du régime parlementaire, c'est l'instabilité en règle générale. Ce que je voulais dire, c'est que tu parlais tout à l'heure de l'armée qui serait, tout le monde dit de facto que l'armée est au pouvoir, c'est elle qui désigne, c'est elle qui propose, c'est elle... Oui, mais moi, je sais que c'est très difficile en Algérie de pouvoir contester ou d'entamer un processus politique sérieux. Il faut demander, me semble-t-il, je ne suis pas légitime à le faire, bien évidemment, l'abrogation de la 87 bis et de son décret d'application. Encore, je vais radoter encore une fois, mais l'article 30 dans son alinéa 4 de l'armée qui dit fait de l'armée celle qui veille aux intérêts stratégiques et vitaux. Tout ce que fait l'armée, d'abord, elle a la consécration de jurer, donc par le droit. Tout ce que fait l'armée dans son rôle, et c'est constitutionnel. Oui. Et en plus, tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose, et j'aimerais revenir un peu en passant comme ça. Quand il y a quelqu'un qui disparaît, je parle du général Ardili, à qui j'apporte tout mon soutien, et j'assume mes propos, victime moi je suis un militant des droits de l'homme, on ne peut pas laisser en l'état ce général payé pour des millions d'Algériens. Je ne connais rien de sa vie, mais j'estime qu'il doit être défendu. Quand vous avez vu quelqu'un qui est éliminé du système par les forces, non pas centrifuges, mais centripètes, revenir au système, jamais, il y en a un seul, ça a été Bouteflika, et on en voit les résultats. Tous ceux qui sont éliminés du système n'ont aucune chance de revenir. Regardez Belkhadem, vous étiez député à cette époque-là, me semble-t-il, il a été banni. Il a essayé de revenir organiquement, il n'a jamais pu. Et des exemples, Beloussif, quand il était secrétaire général du ministère de la Défense, il n'a pas pu revenir. Parce que le FLN a toujours été un appareil, pas un parti politique. Non, mais là, on parle pas cette décision. Dans un instant, Jamaldine Benchenouf, juste vraiment, il nous reste 1 minute 30 à peine. D'abord, vendredi prochain, il y a la jeunesse qui se réunit, notamment à Zeralda. Vous arrivez quand même à travailler, à faire de la politique en Algérie, malgré les restrictions, etc. Non, nous faisons de la politique difficilement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on nous a refusé de tenir un conseil national à l'extérieur, parce qu'il faut une autorisation du ministère de l'Intérieur, pour justement répondre à des réserves émises par le ministère de l'Intérieur lors du dernier congrès extraordinaire. Alors, ça ne marche plus. Donc, vous demandez à ce qu'on élimine ou on réponde à des réserves, et vous n'autorisez pas l'endroit où on devait se réunir. On l'a fait chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le RCD, dans l'intérêt national, dans l'intérêt du pays, résistera à toutes ces pressions. Vous êtes prêt à, question un peu brutale, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que demain on pourrait penser que le RCD, le PT, l'UCP, peut-être d'autres, à un moment donné, vont être amenés à proposer un candidat? Rien n'est impossible. Je vous rappelle que plusieurs partis ont dit clairement pas de candidat, pas de négociation tant que tous les détenus ne seront pas libérés. Ah, c'est un préalable. Dernier mot, on va envoyer le générique, Jamaldine. Ce que je pourrais dire pour une éventuelle tentation par certaines personnalités politiques ou même de partis ou une coalition de partis qui présenteraient un candidat à l'élection présidentielle, une candidature à l'élection présidentielle, il faut une équipe, il faut des équipes, il faut une 60aine d'équipes sur l'ensemble du territoire national, il faut des moyens et aller dans ce cadre-là, avant négociation complète sur la loi électorale, sur le vote des corps constitués, toutes ces questions-là dont on n'a pas le temps de discuter, ce serait un suicide pour l'ensemble du peuple algérien et un ticket qu'on donnerait au nouveau pouvoir pour se pérenniser. Moi, je suis absolument contre
d'aller aux élections Merci. dans des conditions d'aujourd'hui. Peut-être un peu trop tôt, en tout cas, on y reviendra. Edir Nouran, merci d'avoir été Vous en avec prie. nous. Mohamed Khandek, merci, un Inch'Allah. bon retour. Merci d'avoir annulé votre programme ce soir pour être là sur les antennes d'El Mararibia. Je rappelle, secrétaire national à la coordination et finance au RCD. Le RCD très, très présent aussi. Bonne Crise coordination, politique. mon ami Mohamed. Crise politique en Algérie, quelle perspective? D'ailleurs, on n'a pas parlé parce que vous êtes venu aussi à Paris pour organiser un peu la politique de l'ERCD du côté de la Paris, diaspora. Merci, bonne soirée à tous. Dans un instant, Jamel Din Benchenouf.